Et bienvenue à Suis-je québécoise. Aujourd'hui, je discute avec Nathalie, une experte en gestion et en marketing social. Elle nous partage ses recherches et son expérience sur la troisième solitude, plus précisément la solitude immigrante. Et aussi, on parle de multiculturalisme et d'interculturalisme. Bon épisode! Salut Nathalie. Salut Firmina. Merci d'être là aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invitée. Comment vas-tu? Je vais bien. Je suis en forme. J'ai hâte que les vacances arrivent, mais sinon, je vais quand même assez bien. Ah, génial. Ouais. Ben, d'abord, je l'ai dit, merci d'être là. On a eu une conversation lorsque je t'ai invitée. On a pris le temps, on s'est parlé au téléphone. Puis, tu m'as lancé, là, je commençais à froid. Là. Tu m'as lancé... Mais personne parle de solitude immigrante ou de troisième solitude. Là, j'ai fait, oh, attends, j'ai besoin d'en savoir plus. Donc, moi, je lance notre conversation là-dessus, sur la troisième solitude. Ouais. Est-ce que tu veux m'en dire plus? Ouais, ben en fait, je vais donner un peu de contexte. Je pense que ça va aider les auditeurs à mieux comprendre un peu le cheminement de ma pensée, si on peut dire ça comme ça. En fait, tout a commencé il y a quelques années. Je ne sais pas si tu te souviens, Firmina, de la controverse autour de Slav. Donc, c'était Betty Bonifaci qui avait mis sur pied, qui avait créé une œuvre artistique, une comédie musicale autour de la traite des personnes. Puis, en fait, elle s'est inspirée de chants des Negro Spirituals. Puis là, ça avait créé toute une controverse autour de, à cette époque-là, comment on appelle ça encore? D'appropriation culturelle. Merci, l'appropriation culturelle, c'est exactement ça. Donc, à l'époque, ça avait créé toute une crise, tout un débat autour de l'appropriation culturelle, quelle qui n'était pas noire, de quel droit elle s'appropriait les Negro Spirituals pour parler d'un sujet qui la concerne pas, ce qui est faux parce que ça la concernait aussi dans son histoire propre, etc., etc. Donc ça, moi, je vais pas me parler de l'appropriation culturelle, c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais pendant que tout le débat se jouait sur les médias, etc., je suis tombée sur un tweet de Marie-France Bazot qui était, je pense, lorsqu'elle commentait, elle était au sein des manifestations devant la Place des Arts ou je ne sais pas. Puis, elle a envoyé un tweet qui disait essentiellement que elle ne comprend pas la réaction de la communauté noire parce qu'on ne s'intéressait plus à ces chants depuis longtemps, donc elle comprenait pas pourquoi on était frustré ou quoi que ce soit. Et là, moi, ça m'a tout de suite accroché, ça m'a tout de suite énervé, pour ne pas utiliser un autre terme, parce que j'ai vu à quel point il y avait une méconnaissance, en fait, de la communauté noire qui est ici depuis des siècles. Ben, on parle parce qu'on a 300, en fait. OK, on va dire que la formation du Canada, c'est en 1835, on va dire au 1865. Bon, un siècle et quelques, ou 2 siècles et quelques, là, si on le met comme ça, mais la communauté noire est là quand même dans le pays depuis un certain temps. Et il y a des immigrants aussi qui ont contribué massivement à la construction de ce pays, que ce soit le pays at large, donc le Canada ou la province du Québec. Et malgré ça, on entend encore des choses de la sorte, alors que, en fait, c'est complètement faux. Parce que depuis 1982, à Montréal, il y a le Montreal Jubilation Choir, qui, justement, fait la promotion des Negro Spirituals. Et à chaque année, on peut les entendre à la Place des Arts. Et si on s'intéresse le moindrement à ce qui se fait à l'extérieur du Grand Québec, on va dire, on saura que effectivement il y a un intérêt pour ça, que effectivement il y a une communauté et des gens qui ont encore un attachement à cette tradition-là, ou à ces traditions-là, et qui les écoutent encore. Donc, le fait d'écrire ça, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas ici, là. Parce qu'on parle pas d'une petite salle communautaire, on parle pas
pour ne rien ôter à la salle des Îlets, mais on parle pas d'un petit truc qui se passe dans un coin de rue, là, ou dans un petit quartier de Saint-Michel. On parle de la place des Arts. Chaque année, depuis 1982, mais ils sont pas à la place Versailles depuis 1982, mais l'institution, le Montreal Jubilation Choir, existe depuis 1982. Donc, de sortir un argument ou un fait pareil, c'est complètement irréaliste pour moi. Puis ça m'a ramené à ce moment-là, justement, à réfléchir à toute la question de la place des immigrants au sein du Québec. Donc, de vraiment de voir, mais nous, finalement, c'est quoi notre place? Qu'est-ce qu'on fait ici? Quelle est notre pertinence? Puis, est-ce qu'on est réellement vu? Puis, c'est à ce moment-là que j'ai vu, puis là, on parle, je pense que c'était 2019, dans mon souvenir, 2018-2019, je me rappelle plus vraiment l'époque, mais c'était quand même pré-pandémie à cette époque-là, si je me rappelle bien. Donc, je me suis demandé où est-ce qu'on en est rendu, nous, en termes d'immigrants, de première ou de deuxième ou même de troisième génération pour certains. Où est-ce qu'on en est arrivé par rapport justement à notre intégration dans la société québécoise? Très bonne question. Ça rejoint ta question, en fait, parce que c'est toute une question d'identité, de contribution, d'intégration, d'acceptation. Donc, c'est toute une réflexion qui a commencé par rapport à ça. Puis, je me suis rendu compte, en fait, que souvent, on parle au Québec des deux solitudes. Donc, la solitude francophone et la solitude anglophone. Je vais pas rentrer vraiment dans toute la construction sociologique de le Québec à l'intérieur du Canada, etc. Je suis pas une experte, puis de toutes les façons, c'est pas ce dont on parle exactement, c'est plus au niveau des dynamiques. Donc, la dynamique actuelle fait qu'en sorte qu'il y a deux réalités, une réalité francophone et une réalité anglophone qui se côtoient, mais qui ne se mélangent pas nécessairement. Donc, il y a une culture francophone qui se développe parallèlement à une culture anglophone ou allophone, puis les deux ne se rejoignent pas. Donc, souvent, on va avoir des... je vais utiliser le terme québécois pour les besoins de la cause. On va avoir des Québécois anglophones, donc qui sont ici, qui sont nés ici, qui ont grandi ici, mais qui connaissent rien au star business québécois parce qu'ils consomment pas du tout le star business québécois. Francophone, merci de le préciser. Donc, à ce moment-là, eux vont consommer beaucoup plus, davantage tout ce qui se fait dans le reste du Canada ou au sud de la province, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Donc, c'est là où est-ce qu'on voit vraiment que pourtant, on est dans le même pays, mais on consomme pas, on ne partage pas nécessairement une culture commune. On partage, bien entendu, certaines choses en commun parce qu'on est sur la même terre. Puis on a des expériences quand même qui nous unissent, qui sont communes à nous deux, mais ça ne nous empêche pas d'évoluer de façon parallèle. Puis parallèlement, justement, à ces deux solitudes, moi, j'ai réfléchi en fait au fait qu'il y ait aussi une troisième solitude, celle des immigrants. Puis, en réfléchissant à ça, j'ai cherché un peu, puis effectivement, j'ai vu sur Internet que le terme de troisième solitude avait été proposé par d'autres auparavant. Puis cette troisième solitude-là incluait aussi la communauté autochtone. Alors que pour moi, aujourd'hui, je me rends compte que non, la réalité autochtone, elle est complexe, elle est différente. Donc, il y a effectivement une solitude autochtone, mais il y a une solitude encore différente qui est celle des immigrants. Tu as tout à fait raison. Puis je pense que ça serait, très délicat de mettre les deux ensemble parce qu'on s'entend qu'une personne qui quitte son pays, qui vient s'installer ici, c'est une réalité. Une personne que c'était déjà ses terres, c'est toute une autre réalité. Exactement, exactement. Donc, c'est quelqu'un qui est chez elle,
qui est indigène du pays, pour utiliser les termes sociologiques. Puis, lorsqu'on parle d'indigène ici, on parle vraiment de avant l'arrivée des colons, là. Donc, c'est complètement une autre réalité, que ce soit au niveau culturel, au niveau sociologique, au niveau politique. C'est complètement différent. Donc, pour moi, de mettre les deux réalités ensemble, ça ne fait pas justice, premièrement, à la réalité autochtone et non plus à notre réalité de personnes qui avons adopté une nouvelle terre d'accueil. Donc, ce que je me suis rendu compte, puis c'est vrai que les choses tendent à changer depuis George Floyd, entre autres, parce qu'il y a eu un réveil ou quoi que ce soit, mais encore, c'est encore la réalité, c'est que il y a malgré tout un monde parallèle qui existe entre les communautés francophones, dites francophones, et les communautés immigrantes. Malgré qu'on parle la langue, parce que mes parents, lorsqu'ils sont arrivés ici, parlaient déjà le français. Ils l'avaient déjà appris. Je suis d'origine haïtienne, donc ils l'avaient déjà appris en Haïti. Ils sont arrivés ici, ils parlaient très bien le français. Ils ont pu évoluer en français, etc. Donc ça n'a pas été un problème. Mais sauf que leur réalité, le culturel, était quand même parallèle à celle de la réalité québécoise. Et donc, c'est de se poser la question... Est-ce normal que ça se passe ainsi? Puis ça ouvre tout un autre débat autour justement de la multiculturalité et de l'interculturalité. Oui, mais en fait, il a dit, moi, si je me trompe, je suis pas une calée dans ces questions-là, mais il reste qu'on dit souvent que le Canada est multiculturel. Le Canada veut cette pièce multiculturelle, mais le Québec est interculturel. Donc, tu intègres, tu dois t'adapter, en fait, à la culture du Québec. Tu dois pas débarquer, si je peux utiliser, avec ta culture, avec tes façons de faire. Tu dois t'adapter avec la situation. Donc, on est à l'intérieur d'un pays multiculturel, mais encore de là, on va avec l'identité qui est vraiment différente, là. Donc, on dit qu'on grandit parallèlement, ben ça touche ça un peu. Ben en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, puis c'est intéressant de le ramener parce que effectivement, il y a la question de la multiculturalité canadienne et l'interculturalité québécoise. Donc, l'interculturalité, pour que les auditeurs nous suivent toujours dans cette conversation-là, juste pour être clair avec tout le monde. Donc, le multiculturalisme, on appelle ça aussi la mosaïque culturelle. Donc, c'est l'acceptation, en fait, qu'il y ait plusieurs cultures différentes qui cohabitent l'une avec l'autre et qui partagent ensemble les mêmes idéaux ou en fait, c'est ça, les mêmes idéaux d'un pays ou quoi que ce soit. Mais elles cohabitent l'une avec l'autre. Donc ça, c'est le multiculturalisme. Tandis que l'interculturalisme, c'est plutôt le fait d'accepter qu'il y ait une diversité, mais que cette diversité-là doive se développer à l'intérieur d'une culture dominante. Donc, tous les aspects d'une culture qui ne s'adaptent pas aux valeurs communes de la culture dominante doivent être abandonnés par les personnes qui entrent dans cette culture interculturelle-là. Donc, c'est deux façons différentes de percevoir une communauté ou de créer une société. Puis, le choix du Québec, ça a été justement d'évoluer dans un contexte interculturel. Puis ça, c'est pas quelque chose que nous inventons, c'est vraiment quelque chose qui est promené par les gouvernements. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que la Charte des valeurs québécoises a été développée. C'est pour dire justement que oui, il y a plusieurs diversités, mais sauf que ces diversités-là doivent évoluer dans le contexte des valeurs québécoises. Donc, là-dedans, moi, je suis très confortable avec le choix de l'un ou de l'autre des gouvernements. Pour des raisons différentes, ils ont fait des choix différents. Le souci là-dedans, c'est qu'il faut voir les enjeux de l'interculturalisme. C'est que l'enjeu, justement, c'est qu'on impose à des personnes qui arrivent dans un pays d'accueil premièrement, on fait un état de valeurs. Donc, mes valeurs sont celles-ci,
tes valeurs sont celles-ci. Donc, il y a un contexte d'altérité de moi, toi, eux, nous. Puis, donc, on se met déjà en opposition avec la personne qui vient. Au lieu de l'accueillir complètement telle qu'elle est, on lui dit, écoute, nous, on est comme ça. Donc, cette partie-là de ta personne qui ne correspond pas à qui nous sommes doit disparaître pour que tu puisses faire aussi partie de notre société. Donc, ce discours-là, pour moi, il est problématique. Parce que lorsqu'on impose quelque chose du genre à une personne, lorsque c'est imposé de façon coercitive ou indirecte, parce que ici c'est pas coercitif. On peut donner un exemple, peut-être lorsque justement la charte des valeurs, lorsqu'on retrouve des gens avec des symboles religieux qui ne peuvent pas pratiquer des emplois pour lesquels ils ont étudié, ben on l'a imposé. C'est un exemple. Effectivement, ça ce serait une façon de coercitive, on pourrait dire, d'imposer une certaine chose. Mais encore là, j'aimerais mettre une bémol parce que effectivement, la législation va jouer dans l'application de l'interculturalité. Mais en même temps, je comprends que lorsqu'on fait certains choix de société, comme par exemple la laïcité ou la sécularisation, il doit y avoir une certaine balise. Donc ça, je l'admets aussi. Donc, je mets un bémol là-dessus, mais effectivement, c'est un bon exemple. Mais tout ça pour dire que du moment où on commence à imposer des choses à quelqu'un, puis à lui faire comprendre de façon directe ou indirecte qu'elle n'est pas adéquate pour faire partie de la société, de la façon dont elle se présente, ça crée un enjeu. Ça peut créer, premièrement, des problèmes par rapport à l'intégration de cette personne-là parce que, de facto, elle va se sentir à part, elle va se sentir différente, donc elle va résister à ça au lieu de tout simplement rentrer dans la société. Ça peut créer des problèmes d'isolation aussi, pour les mêmes raisons. Ça peut créer toutes sortes de choses. Puis je sais que nos gouvernements, c'est pas le but qu'ils ont de le faire, ou justement, par rapport, je disais, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ça peut créer aussi la solitude qu'on vit, donc d'avoir deux vies par deux cultures parallèles, donc une culture francophone, une culture immigrante, où toutes les communautés culturelles vivent et progressent et évoluent d'un côté, puis le Québec n'est pas au courant de ce qui se passe dans ces communautés-là. Ce qui est complètement, pour moi, déplorable, parce que on n'arrête pas de parler de la richesse de la diversité, à quel point ça nous apporte à l'un, à l'autre, etc. Mais quand vient le temps, justement, de manifester notre désir d'en apprendre plus sur ces diversités-là, on met un frein, on a des craintes. Puis, toi et moi, nous savons que là où est-ce qu'il y a de l'amour, il n'y a pas de crainte. Donc, du moment qu'il y a de la crainte, il n'y a pas d'amour. Donc, à ce moment-là, au départ, on met un cadre où on crée un environnement qui n'est pas propice à l'intégration des personnes qui arrivent. Tandis que le multiculturalisme aussi a ses enjeux. Il a aussi ses problèmes, mais la personne qui arrive dans un contexte de mosaïque culturelle, ce qu'on voit beaucoup plus aux États-Unis, par exemple, c'est que cette personne-là, on l'accepte telle qu'elle est, avec sa religion, avec ses codes, etc. Mais elle a le choix d'adopter les valeurs et les codes de la société qu'elle désire. Parce que si elle a fait le choix de venir dans ce pays-là, c'était pas pour reproduire ce qu'elle a laissé en arrière. Parce que ce qu'elle a laissé en arrière, c'était pour une raison. C'est soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons culturelles, religieuses. On peut en nommer des centaines de raisons pour lesquelles les gens doivent quitter ou on choisissent de quitter leur pays de naissance pour choisir une autre communauté. Donc, en arrivant là, c'est sûr que les gens, ils ont un idéal, puis ils se disent, ben moi, ce pays-là, j'ai une conception du pays, et de cette conception-là, j'aimerais intégrer ou assimiler ou adopter cette partie-là de cette culture-là, de ce pays-là. J'aimerais contribuer à l'économie, à l'éducation, à l'intellect. Il y a des sensibilités qu'on a, puis on veut
les personnes choisissent d'évoluer dans un certain cercle avec toutes leurs personnes. Pas juste avec la partie qui est plus politiquement correcte, occidentalement parlant, mais avec toute sa personne. Donc, le fait de lui dire dans l'interculturalité que oui, tu peux contribuer, mais pas avec cette partie-là de ta personne, c'est problématique. Tout à fait. Oh, merci. Belle mise en table. Vraiment une belle mise en table. Moi, j'en apprends. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. On a parlé justement multiculturalisme, interculturalisme. Tu gravites dans un environnement professionnel, un organisme pan-canadien. Comment ça va? Parce que toi, tu es dans une division au Québec. Comment vont les relations? Comment tu navigues là-dedans? Bien, en fait, c'est ça. C'est que encore une fois, on navigue dans tout ce qui est culturel, tout ce qui est identité. Et c'est vraiment intéressant parce que ça me pousse, ça me force le fait de travailler dans un contexte pan-canadien à réévaluer ma position en tant que personne, une femme d'origine haïtienne, née au Québec et travaillant dans le reste du Canada en français ou en anglais majoritairement. Puis, le fait de m'arrêter, de poser ces questions-là, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que lorsque j'évolue dans un contexte québécois, j'ai pas à me poser la question de est-ce que pour moi le français est important? Est-ce que pour moi le fait d'avoir une certaine autonomie ou une autodétermination par rapport aux choix que je vais faire professionnellement ou personnellement parlant, c'est important? Ça va de soi. Tandis que lorsqu'il y a un contact avec la culture qui devient dominante dans le Canada, là, ces questions-là se posent parce que je dois tout le temps, à ce moment-là, m'adapter à la culture dominante, donc m'exprimer en anglais. Oh, wow! OK, il n'y a pas la flexibilité que tu puisses t'exprimer en français et qu'il y ait une traduction ou bien que... Ben en fait, oui, parce que lorsque je suis arrivée, c'était un de mes points très importants que mon équipe et les gens avec qui je travaille puissent évoluer et travailler en français en étant au Québec. Donc ça, ce sont des choses, des balises qui ont été mises en place, mais sauf que juste ne serait-ce que par empathie. Lorsque tu communiques avec quelqu'un puis tu vois la difficulté que la personne a à communiquer avec toi dans une deuxième langue qu'elle ne maîtrise pas nécessairement, tu vas nécessairement balancer vers l'autre langue, ne serait-ce que par empathie. Puis moi, j'ai des collègues vraiment extraordinaires qui font vraiment l'effort de même m'écrire en anglais et tout. Puis je sais que lorsqu'ils le font, ils l'écrivent d'abord en anglais, puis ensuite ils vont le traduire sur DeepL ou sur Google Traduction. Puis ensuite ils vont regarder, puis ils vont dire, OK, ça a l'air d'être correct en français, puis ils vont me l'envoyer. Je sais tout le travail que ça prend pour eux de faire cet effort-là. Mais en même temps, des fois, lorsque j'arrive puis je vois le texte un peu boiteux, je me dis, OK, je vais les aider, puis je vais leur répondre en anglais. Okay. Donc, c'est pas nécessairement une relation équilibrée, dans le sens où, oui, il y a des efforts qui sont faits, soit par sympathie ou soit par empathie de la part de l'un et de l'autre, mais en même temps, dans un monde idéal, ce serait que tous puissent s'exprimer correctement en anglais ou en français selon le contexte qui vient, alors que c'est pas le cas. Puis c'est pas juste une question de langue. C'est ça que je déplore un peu par rapport à la façon dont la distinction québécoise est souvent présentée, soit présenté au grand public ou à la télé ou quoi que ce soit là. C'est que, en fait, ce qui arrive, c'est que, oui, il y a la question de la langue, mais il y a aussi la question de la culture anglo-saxonne et latine, parce que le français, ça fait partie des cultures latines, qui sont pas nécessairement, elles sont pas en contradiction, mais elles ne sont pas pareilles. Donc, il y a certaines choses qui sont plus importantes
pour l'une que pour l'autre, qu'il y a des sensibilités qui sont plus visibles dans une certaine culture que dans l'autre. Donc, à chaque fois qu'on dit de part et d'autre, « Ah, mais c'est parce que la personne ne parle pas français ou ne peut pas me servir en français et que l'autre me dit, ah, ben il faut juste le traduire puis ça va être correct. » C'est pas ça. L'issue, c'est pas une question de si oui ou non on est capable de parler français. C'est une question souvent de est-ce que tu comprends le background culturel duquel je viens, puis est-ce que tu es capable de t'adapter à ce background culturel-là pour me permettre d'évoluer ou de répondre ou de travailler dans ce contexte-là. Et souvent, c'est ça qui est difficile à articuler. Juste pour donner un exemple, l'autre jour, on était en train de travailler sur une campagne, puis on devait développer parallèlement à la campagne nationale une campagne québécoise. Donc, j'avais besoin d'une landing page vraiment spécifique au Québec. Puis, l'équipe qui était en place pour la produire, c'était une équipe nationale, donc du côté plus anglophone. Puis, ils sont revenus avec un produit fini. Ils me l'ont envoyé. Puis, lorsque je l'ai regardé, je me suis dit, c'est beau, mais sauf que ça marchera pas ici. Puis, ils me demandaient, oui, mais qu'est-ce que tu voudrais qu'on change? Tu sais, est-ce que c'est au niveau de la couleur? Puis, j'étais incapable d'exprimer, de dire en mots. C'est parce que c'est pas mon travail, je suis pas designer ou quoi que ce soit, mais visuellement, je voyais que le produit ne marcherait pas dans la culture, que c'était pas que c'était pas parlant, que c'était pas quelque chose qu'on verrait au Québec, qu'une boîte de web ou quoi que ce soit produirait au Québec. Mais j'étais pas capable d'expliquer pourquoi. Premièrement, parce que, comme je disais, c'est pas mon expertise. Puis deuxièmement, parce que c'est une subtilité culturelle. Que lorsqu'on est dans un contexte culturel, on baigne dedans, ça va de soi. Mais dès qu'on en sort, d'exprimer ou de mettre des mots sur cette réalité-là, ça devient compliqué parce qu'on ne sait pas exactement ce qui nous définit ou ce qui nous rend particulier ou distinct ou différent ou quoi que ce soit. Donc, c'est toujours dans cette tension-là, en fait, que je travaille. C'est que c'est toujours dans l'acceptation du fait que, oui, j'évolue dans un contexte pan-canadien, mais en même temps, j'ai une particularité qui est celle du Québec. Et donc, je travaille souvent en opposition à cette culture dominante qui est celle du Canada. OK. Donc, quand même complexe. Toujours complexe. Toujours complexe. C'est toujours complexe. Wow. Mais est-ce que tu trouves, après des années, là, tu évolues justement dans cette organisation-là, est-ce que tu vois qu'ils commencent à comprendre justement nos subtilités, notre culture, ce qui va avec nous? Est-ce que tu vois que ça avance ou tu dis non? Non, je dirais plus non que oui, dans le sens qu'il y a toujours le désir, en fait, de comprendre. Okay. Puis je pense que c'est même pas juste dans l'organisation. Je pense que le reste du Canada se pose toujours la question de « What is wrong with Quebec? » C'est qu'est-ce qui se passe avec le Québec? C'est comme, pourquoi est-ce que... Why is there is a fuss? C'est quoi la particularité? C'est comme, si c'est juste une question de langue, on traduit puis c'est tout. Je pense qu'il y a toujours cette question-là de pourquoi ça fonctionne pas. Puis... Je pense que la raison du pourquoi, c'est tout simplement parce qu'il manque des mots. Il manque... puis je pense sincèrement pas que ce soit une question du manque de désir de certains de vouloir justement que tout le monde s'assoie à la table, que tout le monde soit ensemble, que tout le monde travaille ensemble, etc. Mais je pense qu'il manque des mots, il manque une façon de s'exprimer. Puis souvent, lorsque les mots sont utilisés, je trouve qu'ils ne sont pas utilisés à bon escient. Je trouve que c'est toujours dans une façon de s'opposer l'un à l'autre. C'est toujours une question de nous, eux. Et je crois qu'il y a une autre façon de s'exprimer, que ce soit toujours nous contre eux, David contre Goliath. Je veux dire, il y a une autre façon de voir les choses. Mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'admettre que nous sommes différents. Puis que oui, il y a l'autre, mais qu'est-ce que l'autre peut m'apporter? Puis moi, qu'est-ce que j'apporte à l'autre? Puis que des deux côtés, on soit
en accord et à égalité pour accepter l'un et l'autre. Puis, jusqu'à présent, on n'est pas rendu là. Que ce soit en termes de politique ou de société, ou on n'est pas rendu là. Non, effectivement, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Je fais un écart. Oui. Je fais un écart de femme haïtienne à femme haïtienne. Ouais. Il y a eu la série La Kainou qui Ouais. est sortie, la première saison qui est sortie Ouais. il y a de ça quand même quelques mois, même. Ouais, à Radio-Canada. Ouais, Ouais. à Radio-Canada. Ouais. Comment tu l'as trouvé, la série? Ben, moi, j'ai aimé. J'aime pas dire que c'était comme... OK, j'ai aimé. Bon, j'ai aimé, pour de vrai, j'aime l'humour autour c'est ça, j'aime le ton, j'aime l'humour, j'aime ce que les auteurs, les différents auteurs ont apporté. Tu sais, pour de vrai, personnellement, je tire le chapeau à Frédéric Preur puis à Catherine Souffron pour leur travail, parce que je sais que ça n'a pas été simple. Je sais que ça a demandé beaucoup de compromis et beaucoup de réflexion autour de qu'est-ce qu'on présente. Puis je pense, j'étais pas autour de la table, ni dans les salons, ni dans les coins intimes pour réfléchir et parler du projet, mais je pense que la question du public a dû se poser. Donc, je pense qu'il y a eu la question de on veut rendre notre communauté fière, on veut présenter un produit qui nous ressemble, mais en même temps, est-ce qu'on leur parle à eux seulement ou est-ce qu'on parle au grand public? Ce qui fait beaucoup de sens, en fait. Ce qui fait beaucoup de sens. Puis, je pense que, justement, dans la communauté, par rapport à certaines critiques que j'ai pu entendre et tout, je pense que, justement, il y a certaines personnes qui ne se sont pas complètement reconnues dans le produit pour plusieurs raisons, mais aussi parce que, justement, le choix a été fait que ce soit un produit pour le grand public. Puis ça ramène encore la question de l'interculturalité. Parce qu'au fond, dans un contexte où on n'a pas à remplir les codes de la culture dominante, la question de est-ce qu'on parle à la culture dominante ou est-ce qu'on parle à notre communauté ne se pose pas. Elle ne se pose plus parce que on prend pour acquis que la culture dominante va nous accepter avec toutes nos couleurs et tous nos codes sans nécessairement se dire « Ah non, c'est trop différent de nous, puis ça ne nous intéressera pas ». Tandis que dans un contexte interculturel, il faut se poser cette question-là de « Ah non, cette partie-là de nous, c'est trop différent de la culture différente, dominante, ils ne comprendront pas. Et donc, cette partie-là, on ne pourra pas le présenter de cette façon-là, où il va falloir l'adoucir, où il va falloir enlever certains codes qui sont proprement culturels de notre communauté, puis adopter des codes qui sont beaucoup plus assimilables à la grande communauté. Donc, malheureusement, c'est le contexte dans lequel nous sommes. Je dis malheureusement parce que si justement il y avait cette ouverture de vouloir voir autre chose que soi-même, on pourrait apprendre tellement plus des autres, puis voir même des ressemblances par rapport à des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. On n'aurait même pas imaginé. Donc, pour répondre à tes questions, moi, j'ai aimé. Je comprends les débats, les divergences d'opinion, etc. Je les entends, je les admets. On a eu des discussions dans la famille par rapport à ça. Il y a une partie de la famille qui a complètement adhéré au projet, qui est super fière, qui est super content. Mais il y a une partie qui trouve que c'est ça, c'est trop dilué, que c'est trop mainstream, puis que ça ne répond pas nécessairement aux sensibilités de la communauté. Je veux célébrer ça. C'était la première fois qu'on avait une émission qui nous représentait, que c'était pas le stéréotype d'une infirmière qui travaille dans un hôpital ou des gens de gang de rue. Moi, j'ai trouvé ça beau, puis je me dis, ben, donnons-nous la chance de voir la deuxième saison. Peut-être qu'il va juste aller plus loin. Exactement. Puis, encore là, pour faire du pouce sur ce que tu dis, c'est que ce qu'on voyait avant la Kainou dans la télévision québécoise,
moi, j'ai grandi avec la télévision. Tu sais, je suis de cette génération-là, contrairement à la génération actuelle, qui a grandi avec la télévision. Donc, ça contribue nécessairement à mon identité puis à la personne que je suis. Donc, tu sais, les bye-bye, les ci, les ça, tu sais, on les a tous connus, on connaît, tu vois. Mais à chaque fois qu'il y avait justement des Grégory Charles ou en tout cas, Frédéric Pierre ou d'autres noirs à la télévision, c'était le noir ou la noire à la télévision sans historique, sans background, on voyait jamais, on savait pas c'était quoi l'histoire de sa famille, on prenait pour acquis que peut-être sa famille était en Haïti puis qu'il était arrivé là, on projetait une histoire sur elle. Mais sauf que cette personne-là n'avait pas d'histoire. Mais on sait jamais. Bien, en tout cas, sûrement qu'il y a d'autres personnes qui se sont posé la question, mais je pense que le grand public ne s'est jamais posé la question mais ce personnage-là, lui, il vient d'où? C'est qui ses parents? C'est qui ses frères et sœurs? C'est lui, on le voit juste dans le coin en tant que infirmière, en tant que policier, en tant que membre de gang de rue, mais on voit pas son contexte, on voit pas son histoire, son histoire en arrière, on le voit pas. Puis quand on le voit, c'est stéréotypé à un tel point qu'on est comme, ben non, ça se passe pas comme ça chez nous, ça ne me ressemble pas du tout. Donc, puis ça, c'est pas juste nous, c'est la même chose pour les Latinos, les Asiatiques sont toujours adoptés, c'est toujours la petite chinoise adoptée. Puis ça, on a grandi avec ça dans toutes les émissions. Dès qu'il y avait la petite chinoise, elle était adoptée, ils avaient été la chercher, puis tu sais, c'est comme sa famille, Donc, c'est là où est-ce que justement il y a une faiblesse par rapport à l'interculturalité, c'est que ce qu'on voit, c'est la culture dominante. Parce que le reste des cultures n'existe pas, elle est effacée. Mais c'est ça le modèle qu'on nous propose. Puis si on contrevient à ce modèle-là, puis on dit oh non, c'est ça. Dès qu'on contrevient au modèle, on est hors jeu, ou on nous critique, ou on dit qu'on les traite de racistes ou quoi que ce soit, alors que c'est pas le propos. C'est pas... on dit pas... Il y a personne qui traite personne de raciste, mais on dit que présentement, le cadre conceptuel dans lequel la société évolue, c'est un cadre qui ne permet pas réellement la promotion d'une autre culture que celle qui est dominante. C'est la réalité. Donc, tant et aussi longtemps que ce sera le choix de notre communauté d'accueil, ce sera toujours pareil. Donc, on aura encore une autre mouture de l'Akainu, avec peut-être des Latinos, avec peut-être une famille musulmane, mais ce sera toujours dans le cadre des valeurs de la culture dominante. Ce sera toujours quelque chose de très assimilé, de très édulcoré, pour ne pas frustrer les personnes qui verraient là-dedans la promotion d'une culture minoritaire qui pourrait prendre le dessus sur tout le reste, là. Oui, puis je pense qu'il ne faut pas oublier et négliger de où vient le financement. Je pense que ça joue. Il y a ça aussi. Hey, c'était super intéressant de discuter avec toi. Merci.